on va effectivement parler de la Russie et de sa relation avec la France et comment cette relation va changer en fonction des résultats des présidentielles françaises. Si vous lisez la presse française, vous la lisez très certainement. Donc très souvent, on vient à la conclusion que la Russie veut affaiblir l'Union européenne, elle veut la détruire. Et du coup, on se pose quand même les questions, est-ce que c'est vrai? Et donc, on lit très souvent que pour la détruire, elle soutient des mouvements nationalistes un peu partout en Europe. Et c'est ce qui expliquerait aussi la récente rencontre de Vladimir Poutine avec Marine Le Pen, qui a choqué plus d'un. Et parmi ces personnes, il y avait un certain nombre de nos lecteurs. Donc, nous avons décidé de nous pencher là-dessus et de voir mais quelle est la politique réelle de la Russie. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment pour l'Union européenne? Est-ce qu'elle veut vraiment la détruire? Quelles sont ses relations avec les différents candidats à la présidentielle? Sur qui elle compte le plus, sur qui elle compte le moins? Et surtout, comment la relation franco-russe va évoluer? Voilà, on le saura très rapidement, mais bon, on peut déjà faire un petit point et faire quelques petites prévisions. Donc, pour la rencontre pour les relations très discutées, très tumultueuses du Kremlin et du Front National, ce qu'on en sait au juste en fait. On sait que donc Vladimir Poutine a bien rencontré Marine Le Pen le 24 mars dernier, et on sait que d'après ce que disent des experts russes proches des hautes sphères du pouvoir, dont Igor Bounine, pour certains qui le connaissent, elle est venue pour demander un prêt supplémentaire, mais ce prêt lui a été refusé. Voilà, c'est ce que disent des gens proches du pouvoir. Après, voilà, c'est difficile d'en savoir plus précisément. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand même, c'est vrai que Marine Le Pen est très bien reçue. Elle a des liens très anciens, très solides au sein du Parlement russe, qu'elle est très bien reçue, qu'elle a beaucoup de connaissances parmi différents députés, et que c'est pas seulement son cas à elle, mais aussi le cas de son père, le cas qui venait aussi souvent en Russie, le cas de sa nièce qui vient aussi régulièrement. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il lie réellement le Kremlin et le Front National. Et ce qui les lie réellement, c'est la notion qu'ils partagent sur la souveraineté. Et c'est peut-être ça la chose la chose essentielle, c'est qu'en fait, comme le Front National prétend vouloir défendre la souveraineté de la France, et pour la Russie, c'est pareil, sa valeur principale, c'est la souveraineté. Et elle la défend aussi face à Bruxelles et à Washington. Et c'est ce qui les unit, et c'est pour ça que le Kremlin se tourne naturellement vers ce parti politique. Après, pourquoi la souveraineté est très importante pour la Russie? Et ça, c'est quelque chose qui sépare réellement la Russie et l'Occident, les élites occidentales. C'est qu'en fait, pour les élites occidentales, la chose première, et ça c'est tout à fait officiel, ce sont les droits de l'homme, ça vous le savez. Et ils estiment que les droits de l'homme, ils priment sur la souveraineté. Et comme on en voit sur l'exemple de l'Union européenne, les pays européens sont prêts, et c'est ce qu'ils font, sont prêts à déléguer une partie de leur souveraineté pour assurer le respect des droits de l'homme au sein de l'Union européenne. Et ils se croient aussi obligés de défendre les droits de l'homme dans le monde entier. Et c'est précisément ce avec quoi la Russie ne peut pas être d'accord, parce que pour elle, la valeur première, c'est réellement la souveraineté. Parce que la Russie estime qu'il y a aussi le droit premier, c'est le droit à la vie. Et ce droit à la vie, il peut être respecté, il peut être assuré uniquement par un État fort. Et donc, par un État souverain. Et il pense aussi, son credo politique, c'est que plus on a d'États forts, d'États stables, d'États qui ont le droit à la violence légitime, plus le monde est stable. Et au contraire, plus on a d'États ratés, de failed states, qui justement, selon la Russie, apparaissent de plus en plus souvent en cause des interventions américaines, et plus le monde est chaotique, plus on a de guerre. Donc pour la Russie, la souveraineté, c'est vraiment la valeur première, et c'est justement sur ce point où se trouvent les principales dissensions, les principaux désaccords. C'est sur ce point où il est le plus difficile pour la Russie d'une part et pour les élites dirigeantes européennes de trouver un accord. Et très logiquement, la Russie après, elle
Elle le dit aussi, il ne faut pas non plus exagérer ce soutien que le Kremlin accorde au Front National. Voilà, cet exemple avec le prêt le prouve. Après, le Kremlin, la Russie, elle serait, comme aussi des experts le disent, elle serait ravie de coopérer avec d'autres partis, avec d'autres forces politiques, mais voilà, elle coopère avant tout avec des forces qui se tournent vers elle, qui partagent sa vision, et c'est ça qui compte. Voilà. Après, la réputation du Front National en France, pour les élites dirigeantes, ça importe peu. Ils estiment que ça n'a pas d'importance, que ce qui a d'importance, que c'est un parti populaire, c'est un parti qui compte beaucoup d'électeurs, et c'est un parti, certains estiment, certains qui n'ont peut-être pas une connaissance très fine de la France, ils estiment que c'est un parti qui a des chances de gagner, parce que voilà, très probablement, elle sera au premier tour. Et donc, pour la Russie, pour les élites dirigeantes, ça suffit pour le soutenir. Et puis, au Kremlin, elles ne sont pas non plus dupes, elles savent que certaines de ces idées sont partagées aussi par des gens qui ne vont pas voter pour elles, notamment, justement, ces idées sur la souveraineté. Et donc, en la rencontrant, le Kremlin, comme ça, adresse un message à l'ensemble de l'opinion publique française, en leur disant que, regardez, on peut quand même avoir de bonnes relations à condition que vous respectiez nos intérêts, vous respectiez notre essence, vous respectiez notre position. Voilà, donc c'est ce qui a expliqué, en fait, ce qui a commenté sur cette rencontre qui a été tant discutée. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne. Après, voilà ce que je disais, donc la Russie, elle serait prête à coopérer avec toutes les forces politiques. Elle a beaucoup misé sur Fillon. Et on sait aussi que Poutine, personnellement, il a très très mal pris l'attaque qui a été déployée dans les médias contre François Fillon. Que c'est vraiment le candidat qu'ils voulaient le plus au Kremlin, qu'ils ont été très déçus par tout ce qui s'est passé après, et que voilà, Poutine, en regardant ces dossiers, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, arriver tous les matins, voilà, sur les affaires qui se déroulent, il a dû se dire, voilà, tant pis. C'est aussi à cause de ça, à cause de toute cette histoire, qu'il aurait pris la décision, ce que disent des experts, de rencontrer Marine Le Pen, comme ça, publiquement. Et c'est justement après que Fillon a dit que la Russie est un pays dangereux, parce que lui aussi, il aurait mal pris cette rencontre. Voilà, c'est ce que... Comme vous voyez, c'est évidemment très difficile de pénétrer dans la tête de Poutine, de voir ce qu'il en sait vraiment. Ce qu'on peut, c'est rencontrer des gens un peu proches de lui, voilà, ou des élites. Et voilà, c'est ce qu'il raconte. Voilà. Après, on peut le croire ou non, mais c'est un peu des rumeurs qui circulent. Voilà, donc je vous en fais part. Donc, ce qu'il y a encore à dire? En tout cas, des experts russes, pour le moment, ils sont plus ou moins sûrs, et pas uniquement des experts, mais aussi des gens à la Douma, des gens au Conseil de la Fédération. Apparemment, ils sont réconciliés avec le fait que Fillon va probablement pas gagner cette présidentielle, et ils se sont aussi réconciliés à l'idée que ça va être très probablement, bon, on n'en sait rien, mais quand même, Emmanuel Macron. Et si Emmanuel Macron gagne, ce qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec la relation franco-russe? Apparemment, rien de très positif, parce qu'en ce moment, la Russie est très déçue par sa relation avec la France. C'est le MID, c'est le ministère des Affaires étrangères qui le dit, et qui le dit assez ouvertement, qui en parle même aux conférences scientifiques, à ses représentants qui disent souvent des mots très durs voilà, par rapport à la France, en disant que voilà, on a quand même beaucoup espéré de cette relation, elle s'est beaucoup dégradée. Et bon, il y en a aussi, il y a des raisons pourquoi elles disent. Et donc, ils estiment que pour le moment, les relations sont pas très bonnes. Et c'est clair que si Macron gagne, très probablement, elles ne vont pas s'améliorer. Pourquoi elles ne vont peut-être pas s'améliorer? Parce que rien ne prouve, rien ne nous fait croire dans ce qu'il dit qu'il y aurait un changement dans sa relation avec la Russie, que Macron c'est un atlantiste, c'est un européiste, c'est quelqu'un qui va travailler sur le renforcement de la solidarité européenne, qui ne va pas probablement taper du poing sur la table pour dire que la France doit avoir sa ligne indépendante, ce que la Russie aimerait vraiment. Et très probablement, il va aussi se tourner, comme ce que la France fait en ce moment, se tourner plus vers Washington. Et c'est ça, en fait, que la Russie aimerait éviter. Parce que quand on dit que la Russie veut détruire l'Union européenne, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est, voilà, tout le monde en rit.
Et autant quand on dit que la Russie veut envahir l'Union européenne, ça tout le monde rit très fort. En tout cas, voilà des gens qui en savent quelque chose, elle n'a pas les moyens. Et parce que quand on dit aussi que la Russie a augmenté son budget militaire, il faut aussi comprendre que la part dont elle a augmenté son budget militaire, ben, elle est minime par rapport au budget militaire américain. Voilà. Donc justement, la part dont les États-Unis viennent d'augmenter leur budget militaire, ça représente la globalité du budget militaire russe. Donc c'est totalement incomparable. La Russie donc va jamais, si certains d'entre eux ne va jamais envahir l'Union européenne, il n'y a aucun pays qui la compose. Mais ce qu'il voudrait, il voudrait que l'Union européenne soit moins atlantiste, qu'il soit moins tourné vers les États-Unis, qu'il soit plus tourné vers la Russie. La Russie pense que c'est plus naturel parce qu'il se croit faire partie intégrante de l'Europe, du continent européen. Et dans l'idéal, ce qu'il voudrait, et ça aussi c'est tout à fait officiel, il voudrait conclure un accord de sécurité commun entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis, parce qu'il estime que la sécurité, elle est une et indivisible. Et il a aussi sa conception de l'intégration européenne. Il a aussi ce projet de la construction de la maison européenne commune. Ça aussi, ça a été beaucoup discuté, notamment pendant l'époque de Yeltsin et plus tard aussi. Mais en fait, il a sa conception de maison européenne très particulière, différente de celle qui existe en Europe. Ça veut dire que cette maison européenne, ça ne doit pas être une commune, ça ne doit pas être un appartement communautaire où tout le monde se balade où il veut, voilà, un squat, où les gens font un peu ce qu'ils veulent. Ça doit être quand même une maison où chaque famille vit dans son appartement propre, où les gens demandent la permission avant d'entrer, ils s'essuient les pieds avant d'entrer, voilà, ils se respectent. C'est pour ça que je sais qu'en gros, c'est toujours cette idée de souveraineté, c'est toujours cette idée de l'État qui prime surtout, qui est le seul capable d'assurer la sécurité à ses citoyens. Et donc voilà, mais c'est cette conception, la Russie y tient vraiment. Et en fait, ce qu'elle aimerait, c'est ce qu'aussi tous les experts disent en ce moment, la Russie, elle veut retourner dans le G8 et elle veut vraiment avoir une relation stable, fructueuse avec l'Union européenne, avec les États-Unis. Mais ce sur quoi elle tient et ce sur quoi elle ne peut pas négocier, c'est qu'elle veut pas elle veut être traitée comme un partenaire égal. Et si on remonte un peu si on revient dans les années 90, on verra que par exemple, tout au début des années 90, quand la Russie avait comme ministre des Affaires étrangères M. Kozyrev, elle avait réellement comme objectif de s'intégrer dans les structures européennes. C'était son objectif, c'était sur quoi la Russie travaillait. Et c'est là où elle a toujours voulu être traitée comme un partenaire égal. C'est toujours quelque chose de très important pour elle. Et c'est ce que l'expert nous explique, on lui a toujours expliqué qu'elle n'est pas assez mûre, elle n'est pas assez démocratique, elle n'est pas assez, elle n'a pas le niveau pour être traitée comme la Lettonie ou comme l'Estonie. Et évidemment, qui ont quand même le droit d'être traités comme des partenaires égaux. Et la Russie n'a jamais pu l'accepter. Et c'est là où le rôle de la France devient vraiment très important, parce que la France a toujours compris la Russie mieux que quiconque, parce que c'est toujours la France qui, justement, dès le début, plutôt depuis le général de Gaulle, même depuis les années 90, il a toujours dit, attendez, la Russie, on ne peut pas la traiter comme un petit pays, comme un petit pays insignifiant. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a une transition très importante d'un pays socialiste, du stade socialiste au stade capitaliste, que c'est compliqué ce qui se passe, que c'est un pays qui a des traditions, qui a son histoire et qu'on ne peut pas tout l'ignorer. Et que les Russes, ils ne sont pas comme des Français qui ont vécu pendant des siècles dans des traditions démocratiques. Qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la Russie soit une vraie démocratie mûre d'un jour à l'autre. Et c'est François Mitterrand qui a dit qu'on ne peut pas traiter la Russie comme n'importe quel petit pays, que ce n'est pas pareil. Puis ça a continué avec ce partenariat privilégié, a continué avec Jacques Chirac, qui s'est opposé à l'élargissement de l'OTAN. Ça a continué aussi sous Nicolas Sarkozy, qui a quand même conclu un accord sur les Mistral, qui s'est aussi opposé à l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Et du coup, la France, elle est vraiment restée ce partenaire privilégié. Elle a vraiment, en tout cas, elle a toujours reconnu la Russie. Elle a toujours reconnu les intérêts de la Russie.
Et c'est ça qui explique aujourd'hui la déception profonde que la Russie éprouve par rapport à la France, parce que tout s'est dégradé sous le dernier quinquennat. Et il y a par exemple, il y a un exemple qui le prouve, c'est qu'après après les attentats de Bataclan, Vladimir Poutine a appelé François Hollande et il l'a prévenu qu'il avait donné l'ordre à ses troupes aériennes de se comporter avec des troupes aériennes françaises en Syrie comme avec des alliés. Et ça, c'est un signal très très fort. Genre, on ne peut pas faire plus dans cette situation. On ne peut pas accorder une aide plus importante. Et François Hollande l'a d'abord très bien pris. Il a dit qu'il allait venir en Russie pour en discuter. Mais avant de venir en Russie, il est passé par Washington. Et là, ils ont donné une conférence avec Barack Obama. Et là, c'est Barack Obama qui a dit que on peut pas imaginer une coalition indépendante avec la Russie, mais la Russie peut quand même joindre notre grande coalition internationale. Et évidemment, ces troupes, ils ne vont pas être subordonnées à Moscou, mais à Washington. Évidemment, c'est ce que la Russie ne pouvait pas accepter non plus. Elle ne pouvait pas accepter d'envoyer ses avions pour que ce ne soit pas elle qui les dirige. Et ça aussi, ça a été mal pris par la Russie parce qu'elle a tendu la main, comme toujours, et cette main, elle est restée dans le vide. Et donc, c'est ça qui explique, donc, c'est tout ça qui nourrit cette déception qui existe en ce moment. Et c'est pour ça que pour le moment, la Russie n'attend pas grand-chose, je pense, de cette présidentielle, parce qu'elle pense que c'est peut-être pas très probable. Bon, pour Marine Le Pen, quand même si au Kremlin on l'aime beaucoup, bon, ils se rendent quand même compte qu'il y a quand même ce mur de verre qui la sépare, qu'il y a les 25% des Français qui votent pour elle, mais il y a les 75% qui vont jamais voter pour elle parce qu'ils partagent pas ses valeurs. Et donc elle va pas gagner l'Élysée, mais en même temps, ils se disent que quand même, ces idées, ils gagnent du terrain, et même si ce n'est pas elle qui gagne, ces idées vont quand même rentrer dans des programmes d'autres partis, et c'est pour ça que ce n'est pas peut-être totalement stupide de la soutenir. Avec Emmanuel Macron, comme j'ai dit, on n'y pas trop d'espoir, mais en même temps, la Russie, ça c'est aussi son credo, elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte, elle est toujours prête à en discuter. C'est aussi la conception de la maison européenne commune, elle existe toujours. Après, c'est clair que sur la souveraineté, il faut peut-être la vaincre pour qu'elle cède là-dessus, parce que, comme je l'ai dit, dans son esprit, pour la Russie, dans le monde en général, et pour la Russie, vu que c'est un État multiconfessionnel, multiethnique, très vaste et qui vit en transition, il n'y a que l'État qui peut assurer la paix, et donc cet État, il doit être souverain. Donc sur ce, elle ne va pas pouvoir négocier très probablement, mais sur le reste, elle est très ouverte. Après, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est que pourquoi quand même, malgré toutes ces tentatives de restaurer une relation d'égal à égal avec le monde occidental, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Et j'ai posé cette question à plusieurs experts, et ils me disent, mais écoutez, on peut comparer cette relation avec la relation entre l'Europe et la Chine, par exemple, mais ça, c'est une relation qui se base sur un fondement économique très solide. Et qu'on peut aussi espérer que le jour où la Russie sera très forte économiquement, l'Occident va aussi avoir un dialogue différent avec elle, un dialogue plus égalitaire. Parce qu'encore, pourquoi c'est tellement important pour elle? Toujours pour cette idée d'un État souverain, parce que l'État, pour être un État réellement fort, pour être respecté par ses citoyens, il faut que ses intérêts soient respectés par ses partenaires étrangers. Et donc tout est lié. Mais sinon, il n'y a pas de... pour le moment, les gens qui sont un peu proches, ils sont assez sereins. Ils disent, on va voir ce qui va se passer, mais c'est déjà assez bas. Les relations sont au niveau bas et il n'y a pas de raison de s'attendre à ce qu'il explose. Une fois de plus, on a mis beaucoup d'espoir dans une victoire possible de François Fillon. Là, ça va peut-être arriver, mais en tout cas, dans l'establishment, il n'y croit plus vraiment.
Et avec Emmanuel Macron, on verra voilà, si la conjoncture change, s'il décide que c'est intéressant de coopérer avec la Russie, oui, pourquoi pas. Bien sûr, on va coopérer avec lui, mais rien ne démontre qu'il y aurait un changement réel de ligne. Voilà que quelqu'un, voilà que je pense que la Russie a perdu espoir d'avoir voilà ce partenariat privilégié avec la France qu'elle avait voilà dans les années d'avant. Voilà, donc, globalement c'est ce que j'avais à dire. Voilà, si vous avez des questions, bah, je serais ravie d'y répondre.